Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, c'est du sérieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'humour avec Vanessa Marcy. Bonjour Vanessa. Bonjour! Alors, c'est du sérieux et vous êtes toujours aussi formidable. Aujourd'hui, vous êtes plus de 260 inscrits pour apprendre à mettre un peu de douceur, un peu de coton, un peu d'humour et d'attention à l'autre dans les relations avec vos équipes. La semaine dernière, vous appreniez la même chose dans les négociations et notamment les négociations sociales avec Frédéric Bonneton. C'était un hasard du calendrier. Au même moment, les grèves faisaient rage un peu partout en France. Et Frédéric nous a appris à comment mieux mener, mieux construire, mieux dérouler ces négociations sociales. Vous pouvez retrouver cette masterclass de haute volée sur notre chaîne YouTube ou sur vos plateformes de podcast préférées. Qui sommes-nous? Incentive, c'est une plateforme de management qui centralise l'information, qui permet aux managers de s'appuyer sur des contenus, des rituels digitalisés pour être de meilleurs coachs vis-à-vis de leurs équipes et construire des équipes plus durables, plus pérennes, plus épanouies. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans des univers aussi différents que la grande consommation, les télécoms ou la banque et l'assurance. La page de publicité est terminée et on a l'immense plaisir de t'accueillir, Vanessa. Est-ce que, Victor, tu peux nous faire le portrait de Vanessa Marcier? Oui, bonjour Roland, bonjour Vanessa. Alors, Vanessa Marcier, vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication à l'Université Côte d'Azur, que vous agrémentez d'un MBA en Business Administration et Management à Cambridge. Vous avez été publié dans de nombreux magazines comme The Financial Times et vous intervenez à HEC, la London Business School ou encore la Cambridge Judge Business School. Vous êtes fondatrice et CEO de Leading with Humor, société de conseil qui forme les leaders à exploiter le pouvoir de l'humour dans leur stratégie de leadership, de management et de conduite du management. Mais vous savez aussi mettre en pratique vos conseils puisque vous êtes aussi humoriste. Votre message principal, c'est que si nous souhaitons accélérer la réussite de notre entreprise ou de notre carrière, nous devons comprendre l'art et la science de l'humour dans le leadership. Et c'est ce que vous documentez dans votre livre, Le pouvoir de l'humour, développer son leadership, renforcer la confiance, maîtriser l'art de la répartie. Ce livre est la synthèse d'un travail de recherche par lequel vous combattez le sérieux institutionnel qui règne dans les entreprises. Vous nous faites l'honneur de votre présence aujourd'hui pour nous rappeler de rire et c'est donc un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Vanessa dans l'espace questions, elle y répondra en fin d'entretien. Merci. Merci Victor. Alors, quel parcours, quel parcours. Des proches disaient, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et c'est vrai qu'en entreprise, on a souvent l'impression, notamment plus on monte dans les strates hiérarchiques, que l'humour est banni et on a peu de dirigeants du CAC 40 qui sont connus pour être des grands rigolos. Qu'est-ce qui fait que finalement, il y a cette distance aujourd'hui entre le monde de l'entreprise et puis l'humour, Vanessa? Je pense sincèrement qu'il y a eu un manuel dont on n'est pas au courant, qui a été donné à tous les managers à un moment donné de l'histoire et qui leur a dit, si tu veux que les gens te prennent au sérieux, il faut absolument pas rire, il faut faire la tête tout le temps et il faut demander à tes équipes de ne surtout pas s'amuser. Je vois que ça comme réponse. Mais au niveau de la recherche, il y a des recherches qui ont été faites et qui ont effectivement trouvé que bizarrement, c'est pas explicite, mais c'est ce que les chercheurs en ont déduit. Bizarrement, on arrête de rire à l'âge de 23 ans, qui est en moyenne l'âge dans lequel on commence à rentrer dans le monde du travail. Et on ne recommencerait à rire qu'à partir de 70, qui plus ou moins est l'âge de la retraite. Bien sûr, ce sont des datas qui sont américaines, donc c'est un peu plus drastique pour l'âge de la retraite. Mais ce qui sous-entendrait qu'on ne rit plus au moment où on commence à travailler. Également, des recherches ont trouvé qu'on arrête de rire dans la semaine et qu'on recommence à rire le week-end. C'est terrible. Alors nous, on a tous les deux moins de 23 ans, donc on Exactement. continue à rire. Et ce rire, finalement, dans l'expression que tu employais, être pris au sérieux, finalement, être pris au sérieux, ça veut dire que si on est sérieux, on n'a pas le droit de rire. Est-ce qu'on retrouve ça dans l'ensemble des cultures ou est-ce que c'est spécifique à la France?
Alors, c'est plus ancré en France que en Angleterre, par exemple. En Angleterre, il y a vraiment une culture du rire, surtout de l'autodérision, beaucoup d'autodérision dans le management, mais c'est accueilli d'une façon différente. On en reparlera un peu plus tard, mais l'autodérision en Angleterre est accueillie comme une forme d'humilité. Donc, c'est très employé au niveau du management et le fait que les managers l'emploient, ça donne la permission aux autres de l'employer. En France, on tient particulièrement effectivement au sérieux. J'ai entendu dans ma carrière plusieurs fois, il faut pas rire, il faut que tu sois il faut se pris au sérieux. Quand on s'amuse avec les collègues, c'est non, il faut retourner travailler. Alors que ces pauses qu'on prend avec les collègues, c'est là où on crée du lien et c'est ce lien qui va permettre de collaborer mieux, d'être plus performant et surtout d'être content d'être en entreprise. On y passe quand même 80% de sa vie en entreprise. Donc du coup, ça fait beaucoup de temps à passer avec des personnes avec qui on s'amuse pas. Et on s'en est aperçu après le Covid, on était tellement contents de se retrouver, tellement contents de prendre des cafés ensemble, tellement contents de rigoler. Alors qu'est-ce que ça implique qu'on ne rit pas au travail? Parce qu'on dit que le rire c'est très bon pour la santé, que si on riait plus, on pourrait résorber le trou de la sécurité sociale grâce à tous les effets bénéfiques du rire qui ont été documentés. Ça c'est sur la santé. Maintenant dans le travail, comment l'humour transforme la vie au travail? L'humour, ça a beaucoup de bénéfices en entreprise. Ça permet d'avoir une meilleure communication. Notre cerveau est câblé pour tout ce qui est histoire, beaucoup plus que pour les data, par exemple. Et l'humour, c'est une petite histoire et ça permet de rendre un concept difficile beaucoup plus accessible. Et ça permet aux personnes de mieux, par exemple, le garder en mémoire et plus longtemps. Quand on rit, on a vu que ça avait des effets sur la santé. Ça permet de réduire l'anxiété et le stress dans vos équipes. Par exemple, une période de crise, une période de stress, un petit peu d'humour et tout le monde se sent un peu mieux. Ça aide à créer du lien dans les équipes. Et ça, enfin, pour avoir été également dans des équipes où il n'y avait pas forcément d'esprit d'équipe, justement, c'est difficile de se sentir à sa place, de se sentir accepté. Et le rire permet d'avoir une sécurité psychologique. Quand on sait on peut rire avec ses collègues, ben, on est mieux, on a envie d'y rester, on a envie de travailler avec eux. Et on se sent bien en règle générale. Et de nos jours, on a beaucoup de personnes qui quittent les entreprises ou qui font des burn-out. C'est essentiel de pouvoir offrir à nos équipes, à nos collaborateurs, des petits moments d'humour, des petits moments de rire qui vont leur permettre de se sentir bien en entreprise. Alors, je fais une petite digression. On passe beaucoup de temps maintenant en visio, hein, avec ses clients, avec ses partenaires, aussi avec des collaborateurs qui sont en télétravail. Ça change quoi? C'est pas plus difficile de faire de l'humour à distance comme ça? Non, parce que tout est transposable en ligne. Et ça, on l'a tous vu pendant le Covid. Moi, mes activités où je faisais des conférences en physique, j'ai dû tout changer pour pouvoir parler d'humour et faire jouer les gens. Parce que dans mes conférences, il y a toujours des petits moments ludiques avec des jeux, où les gens peuvent expérimenter l'humour. J'ai dû tout transposer en ligne et ça fonctionne. J'ai fait du stand-up en ligne. Là aussi, on était tous habitués à aller dans les clubs et puis tout d'un coup, on s'est dit bon, bah, comment est-ce qu'on va faire rire les gens dans leur cuisine alors qu'ils ont d'abord pas de bière hein, et qu'il y a un haut taux d'alcool qui est en règle générale, ça aide pour faire passer les blagues et où il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas les autres gens qui rient pour porter le mouvement. Et pourtant, on a réussi à faire rire, on s'est tous habitués. J'ai fait de l'improvisation en ligne, donc tout est transposable. C'est possible. Donc c'est possible. C'est un peu plus dur peut-être parce que on ressent moins la façon dont la personne reçoit la blague. Il y a peut-être cette proximité émotionnelle qu'on n'a pas encore appris à dominer à distance, qui fait que quand on fait une blague, on ne sait pas très bien si l'autre a ri ou pas, non? Bah, ça dépend parce que ça se voit sur le visage et ça s'entend. Sauf si vous streamez comme là là on est en train de faire, là vous pouvez pas voir les réactions des gens, mais on peut voir leur visage et on les entend rire. C'est ce qui est le plus important parce que c'est quand on fait une blague, le feedback immédiat et savoir si c'est une blague réussie, c'est immédiatement de savoir si on a fait rire la personne. C'est le meilleur moyen de savoir si qu'on a eu du succès.
Alors moi, j'ai passé un très bon moment à préparer cette masterclass. Ton bouquin, en fait, est très structuré, organisé, et avec des petits chapitres résumés à la fin. Et notamment, tu décris ce que tu appelles les éléments transformationnels de l'humour. Je vais les mettre à l'écran. Parmi ces 7 éléments, c'est finalement cette conséquence, cette bénéfice que l'humour peut avoir en entreprise, renforcer la cohésion du groupe, fluidifier la communication, gérer le stress. Comment est-ce que on peut gérer le stress avec l'humour? Bah, l'humour, en fait, ça va pas agir directement. C'est surtout que ça va provoquer le rire. Et en faisant ça, ça va permettre de faire rire les collaborateurs. Et en ça, bah, ils vont avoir d'abord de la sérotonine qui va être produite dans leur cerveau. Ça va Ouais. permettre de réduire le taux de stress, l'anxiété, et donc de pouvoir amener du bien-être, offrir du bien-être à la personne. Donc déjà, il y a ça. Également, quand on est dans une période de stress, de crise, petite crise, hein, pas grosse crise avec Covid, problèmes financiers, etc., mais les petits stress, les petites crises qu'on a tous les jours, si on montre qu'en tant que manager qu'on a un peu d'humour, on démontre en fait à son équipe qu'on est en contrôle de la situation et de soi. Parce qu'en règle générale, ce qui part en premier, ce qu'on oublie en premier quand on est sous stress, c'est son sens de l'humour. Et là, on devient peut-être un peu négatif, renfermé, difficile. Ouais, Alors que on se recentre. Ouais. Ouais. si on fait un peu d'humour, on leur dit écoute, la situation est pas si grave que ça et je la maîtrise, la preuve, je peux encore faire de l'humour. Et ça Et donc rassure immédiatement les équipes également. Ça arrête le mouvement de panique. Tout le monde est là. c'est un signe de pouvoir finalement, un signe C'est de un signe maîtrise, quoi. c'est un signe de maîtrise de soi, de maîtrise de la situation, et dans son côté négatif, parce qu'on dit souvent que l'humour c'est une arme à double tranchant, c'est aussi une façon de prendre le pouvoir sur l'autre, d'avoir du pouvoir sur l'autre. Ouais. Oui, on en parlera tout à l'heure. Tu décris aussi une étude qui a été faite à l'Université de Californie de San Francisco, à l'Institut des neurosciences de cette université, par le docteur Karuma Subramanian. Ils ont expérimenté à l'aide d'une IRM fonctionnelle, ils ont observé que le cortex singulaire extérieur était activé à chaque fois que les personnes riaient. Et donc, ils ont fait une expérience où ils ont mis des étudiants devant une comédie, des étudiants devant un film d'horreur, et puis après, ils ont donné aux deux groupes un puzzle assez complexe à résoudre. Et ils se sont aperçus que ceux qui avaient vu une comédie juste avant étaient beaucoup plus pertinents, efficaces pour résoudre le puzzle que ceux qui avaient vu un film d'horreur. Finalement, l'humour, c'est un carburant pour la créativité. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés qui utilisent l'humour, le stand-up, l'improvisation pour essayer de faire en sorte enfin, pour aider les personnes à être beaucoup plus créatives. Et pourquoi? Parce que on va mettre ensemble des concepts qui n'ont pas forcément quelque chose à voir ensemble. On va les assembler. Ça, c'est la gymnastique que le cerveau va faire quand on va faire de l'humour. Et cette gymnastique, ça va habituer votre cerveau à le faire. Et donc, du coup, vous allez devenir beaucoup plus créatif. Donc, c'est un peu effectivement un peu de gym de cerveau. Et quand on est habitué à le faire, bah, ça vient plus facilement. Dans le livre, je crois que je mentionne également qu'il y a eu des scans qui ont été faits de cerveau de comédiens. Et donc, une personne normale pour arriver à faire une blague et donc à faire quelque chose de créatif, parce qu'une blague, c'est un produit créatif, va mettre du temps pour le faire. Ce temps va être réduit pour un comédien professionnel. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de le faire. Et du coup, le temps de créativité est réduit à son minimum. Donc l'humour, ça fait travailler la souplesse des zygomatiques, mais aussi la souplesse du cerveau, c'est ça? Ouais. Oui, juste un sourire, c'est 17 muscles et on peut perdre jusqu'à 10 à 40 calories. Donc, si Extraordinaire. vous riez beaucoup de fois par jour, vous pouvez continuer de manger Nutella, etc. Vous riez et c'est effet zéro du coup. Et on peut se faire on peut se faire un bon repas. Il y a un leader qui est très connu pour son sens de l'humour. C'est le fondateur de Southwest Airlines, qui est décédé aujourd'hui, Herb Kelleher. Il a rayonné
autour de lui de façon extraordinaire. Il est à la source d'une success story fabuleuse, hein, Southwest Airlines, alors qui va un peu moins bien en ce moment, mais qui a été une énorme success story. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la façon dont il a réussi à diffuser l'humour dans un environnement d'airline qui était plutôt très sérieux, très orienté sur la sécurité, avec pas beaucoup de fun à bord? Mmh. Alors, il a fait ça de façon très, très organique au début, mais il voulait absolument que l'humour fasse partie des valeurs de l'entreprise. Donc ça, c'est une des premières choses. Et pour ce faire, à tous les étages de l'entreprise, il a essayé de laisser libre cours à l'humour des personnes, mais aussi d'institutionnaliser. Par exemple, poser des questions sur le sens de l'humour d'un candidat fait partie du processus de recrutement. Alors, c'est pas un moyen de dire, toi, tu seras pas pris parce que t'as pas d'humour, mais c'est plutôt voir si les personnes vont coller à la culture de l'entreprise. Et parce qu'ils savent que si quelqu'un n'est pas capable de se remettre, de ne pas se prendre au sérieux, la personne ne va pas forcément être inclue dans la culture de l'entreprise. Donc il y a déjà ça, et puis à tous les niveaux, au niveau de l'onboarding des employés, il y a des petits jeux. Lui-même était très drôle, il a fait des vidéos d'entreprises internes et externes, on le voit déguisé. Pour régler des conflits avec des compétiteurs, il leur a proposé des matchs de boxe. Il adorait se moquer de lui, il est apparu en Elvis, donc il adorait se moquer de lui-même, et forcément quand le leader sait se moquer de lui et fait de l'humour, ça donne envie et ça donne la permission aux autres de faire de même. Et il a toujours défendu ses employés, même si leur tentative d'humour foirait complètement. Du moment que c'était fait avec une bonne intention, il les a jamais renvoyés, il leur a jamais rien dit. Et ça s'est transformé comment? Ça s'est transformé avec de l'humour et du fun à tous les niveaux dans l'entreprise, mais ça s'est répercuté sur la relation client. Parce Ouais. que du coup, comme les employés ont cette liberté de faire sourire et d'humour, ils ont commencé à innover dans leur relation avec les clients pour essayer de les faire rire. Southwest est connu pourquoi? Pour toutes les annonces qui sont faites, les annonces de sécurité où on pourrait penser qu'il faut absolument être sérieux dans ces annonces de sécurité, en fait, sont une occasion d'être mordeur. C'est un stand-up de quelques minutes pour expliquer les consignes de sécurité. Et du coup, tout le monde écoute, tout le monde rit. Vous pouvez trouver des tonnes de vidéos là-dessus avec des personnes qui mériteraient d'être dans un comedy club. Et du coup, on s'en souvient et on écoute. Tu en cites quelques-unes là dans le livre. Une hôtesse de l'air au début qui dit il peut y avoir 50 façons de quitter son amant, mais il n'y a que 4 façons de sortir de cet avion. Attachez simplement votre ceinture et portez-la comme Britney Spears, basse, serrée et en travers de la taille. Exactement. Et je rêve de prendre Southwest pour pouvoir voir ça en personne. Je me souviens que la seule fois où j'ai vraiment dû écouter les consignes de sécurité, désolée à toutes les airlines, mais c'était quand la British Airlines a fait faire leurs consignes, une petite vidéo par des comédiens. Ils étaient en lien avec une charity, donc une association pour l'humour avec les enfants, etc. Et donc ils ont demandé à Mr Bean et d'autres comédiens de faire des consignes de sécurité. Et je l'ai regardé à chaque fois, même si je la connaissais, et je m'en suis jamais lassée. Enfin, je m'en suis pas lassée tout le temps où je l'ai vue. Le fameux humour anglais. Sixième élément transformationnel que tu mentionnes dans ton livre, prendre le pouvoir. Alors ça veut dire Oui. quoi, prendre le pouvoir par l'humour? Alors, Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens qui sont des managers, qui sont des directeurs commerciaux, qui ont de l'ambition, qui ont envie de faire progresser leur carrière. Et alors, si on peut s'amuser et puis prendre le pouvoir dans l'entreprise, alors là, on a le beurre et l'argent du beurre. exactement. Comme je disais, l'humour est à double tranchant. Quand on utilise un type d'humour qui est assez agressif et négatif, c'est-à-dire quand on rabaisse les personnes, on prend le pouvoir, mais en humiliant les collaborateurs. Et ça, c'est plutôt à éviter parce que oui, on a une forme de pouvoir. Oui, on a utilisé l'humour parce que la définition de l'humour, c'est quelque chose qui fait rire. Donc, du moment où vous avez fait rire votre équipe, officiellement, vous avez utilisé l'humour, mais ça ne va pas être reçu de la même façon par la personne qui a été humiliée, qui elle dira c'en est pas, etc. Mais l'effet est le même. Vous avez pris le pouvoir parce que vous avez réussi à embarquer avec vous quelques personnes de l'équipe. Vous n'êtes pas sûr que ce que vous avez fait a vraiment suscité un humour spontané,
de la part des personnes, parce qu'il y a aussi le fait que vous avez du pouvoir, donc certaines personnes peuvent rire juste parce que vous êtes la personne en charge et qu'elles aussi, elles n'ont pas envie de se faire humilier avec la prochaine blague. Donc ça, c'est le côté obscur de l'humour. Mais on peut avoir le même résultat en utilisant un type d'humour qui est positif, où là, les personnes vont rire spontanément avec vous et vont vouloir aller beaucoup plus loin parce qu'elles passent du bon temps avec vous. Et ça, c'est un peu l'apanage de tous les leaders charismatiques, c'est qu'ils arrivent à rire et à embarquer leurs équipes parce qu'elles savent qu'elles vont passer du bon temps avec elles. Je crois que j'ai l'exemple d'un Américain qui est CEO d'une boîte et qui racontait son expérience dans l'armée et où il disait que les membres de son équipe à l'armée le suivaient parce qu'elles savaient qu'elles allaient passer du bon temps, qu'il était sérieux dans son travail, qu'il faisait son job de leader, mais qu'en plus elles allaient le suivre parce qu'elles savaient qu'elles allaient rire. Et c'est très important quand on est en période de stress, quand on est dans le militaire, etc., dans l'armée. Donc Pour pouvoir c'est diffuser un peu ce stress à exactement. travers l'humour. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Comment est-ce qu'on peut travailler son humour, hein? Est-ce que ça se travaille ou est-ce que c'est finalement inné? Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Je pense que tous tes efforts, tous tes écrits et tout le travail que tu fais avec tes clients montrent que ça se travaille et que ça peut se cultiver. Quels sont les conseils qu'on peut donner à nos auditeurs pour rentrer dans une dynamique, hein, pour introduire encore plus de rire et plus d'humour dans les équipes? Alors c'est vrai que j'ai souvent, non mais l'humour, de toute façon il y en a qui l'ont pas, moi je connais quelqu'un, il rit jamais, il l'a pas. Et ça c'est un mythe que j'adresse dans le livre d'ailleurs, parce que évidemment il y a des personnes qui sont plus à l'aise, comme pour tout. Et je raccroche ça au leadership justement, où on dit les leaders, il y en a qui sont nés leaders, les Anglais disent born leader, et puis il y a des personnes qui doivent l'apprendre, comme tout. C'est pareil pour l'humour. Bien sûr, il y a des personnes qui vont naturellement savoir avoir le bon mot avec la bonne personne au bon moment. Pour toutes les autres, ça s'apprend. Et quand on me dit non, ça ne s'apprend pas, pour avoir fait du stand-up, qui est quand même beaucoup plus compliqué que faire preuve d'humour dans l'entreprise quelquefois à des moments stratégiques, j'ai vu des personnes qui avaient de l'autisme, par exemple, donc qui portaient quand même avec un handicap, parce que c'est pas facile de voir la différence entre l'ironie, le sarcasme et la foule, etc. Donc c'est pas facile, qui ont terminé avec des spéciales sur Netflix, avec des prix gagnés et qui partaient pas gagnants. Donc je me dis, si des personnes comme ça réussissent à vaincre leur peur, leur handicap et arrivent à maîtriser l'humour au point de devenir un professionnel, je pense que la plupart du commun des mortels peut arriver à gérer l'humour, à le maîtriser et à l'utiliser un tout petit peu chaque jour pour créer du lien dans l'équipe. Alors comment? Oui, il faut s'entraîner. C'est comme un muscle, l'humour. C'est comme se dire, si vous ne faites pas preuve d'humour et du jour au lendemain vous allez dire, allez, je vais faire une bonne blague demain, que vous avez averti personne, je peux vous dire, ça va tomber à plat. Donc il faut s'entraîner parce que ça demande une certaine forme de confiance en soi. Donc si on se lance et qu'on n'a pas confiance, ça va retomber. Donc il faut s'entraîner et je conseille de prendre quelques amis, de la famille et de créer un cercle de confiance. Donc quelques personnes avec qui on va essayer l'humour, on va essayer ses blagues si on veut les inclure dans une présentation importante par exemple. Et comme ça, on va gagner petit à petit un peu de confiance. Également, on peut l'utiliser dans ce que j'appelle des situations à enjeux mineurs. On va essayer de faire rire la boulangère, on va essayer de faire rire le chauffeur de bus. Et quand ça devient une habitude, après, on peut commencer à se lancer dans le monde du travail, où là, les enjeux sont un peu plus importants. Donc, connaître son audience, ça c'est dans le chapitre 4, 5 clés pour transformer son leadership. Connaître son audience, respecter l'autre et soi-même. Hein. Donc, il y a beaucoup de respect dans l'humour, pour pas tomber dans l'humour négatif dont tu parlais tout à l'heure. Oui, parce que souvent, quand j'ai des commentaires sur ce que j'écris ou des retours de personnes, les gens me disent oui, mais l'humour, on peut pas parce que l'humour, justement, ça vous humilie, etc. C'est parce que les personnes ont beaucoup d'expériences d'humour négatif, en fait. Oui. Et c'est aussi pour ça que je vais en entreprise pour dire l'humour négatif, en soi, c'est un peu comme les signes du zodiaque. On vous dit que vous êtes scorpion, vous avez des problèmes relationnels, etc. Non, ça va dépendre de ce que vous en faites. Ça va dépendre de vos relations avec les personnes. Encore une fois, vous pouvez intentionnellement décider de prendre le pouvoir et d'utiliser l'humour négatif, mais vous allez créer une ambiance négative dans votre équipe.
gardez-le pour des personnes qui savent qui vous êtes et que vous riez. Parce que la différence entre votre environnement personnel, votre premier cercle et le travail, c'est que vous ne connaissez pas bien les gens. Donc à moins que ce soit des collègues qui soient très très proches et qui savent que quand vous utilisez un humour un peu agressif, c'est vraiment de l'humour, les autres personnes peuvent prendre ce que vous dites pour argent comptant ou se sentir humiliées parce que ça va faire écho chez elles à des traumatismes ou qu'elles ne réagissent pas, elles ne sont pas familières avec ce type d'humour ou des tas d'autres raisons. Et c'est pour ça qu'il faut avant tout prôner un humour positif et le respect de l'autre et de soi. Parce que on parlait d'autodérision tout à l'heure, beaucoup de personnes me disent de toute façon, moi j'utilise l'autodérision, c'est le meilleur outil pour tout. Pas nécessairement. L'autodérision, il y a des situations où il est conseillé d'utiliser l'autodérision plus que d'autres. Alors, je me crée un cercle de confiance, je m'exerce dans des situations en jeu minime avec la boulangère. Tu proposes aussi d'autres exercices, l'audit, le journal, l'auto-évaluation. Comment est-ce que concrètement on peut s'entraîner? Est-ce qu'il faut structurer? Est-ce qu'il faut écrire? Être voilà, très, très préparé pour progressivement introduire de l'humour dans ces réunions? Comment est-ce que tu suggères à un manager, un directeur commercial de commencer une fois qu'il s'est un peu entraîné avec son sac de confiance et avec la boulangère? Alors, la première étape, c'est quand même de bien se connaître. Donc, c'est connaître son sens de l'humour. Parce qu'à partir de ce moment-là, on va savoir si on a un humour qui est à risque, donc qui risque de nous mettre dans des situations inconfortables, ou si Ouais. on a un humour naturel qui passe partout. Donc, au cas où on le sait pas, y a un test, j'ai mis le lien dans le livre, je l'ai sur mon site internet, qu'on peut faire pour apprendre à mieux se connaître. De là, on va commencer à essayer de faire un audit sur son entourage pour voir qu'est-ce qui leur plaît à eux, aux personnes à qui on va s'adresser. Et c'est là où je parle de bien connaître son audience. Si vous êtes en one-to-one avec quelqu'un et que vous réalisez que la personne n'a pas le même sens de l'humour que vous, idéalement, dans les méthodes, dans le coaching que je propose par exemple, on apprend à switcher, donc passer d'un sens de l'humour à l'autre pour pouvoir se mettre sur la même longueur d'onde. Pour moi, l'humour, c'est comme un langage. Et si on n'utilise pas le bon langage, ben, on va parler chinois à quelqu'un qui parle grec. Et de là, tous les quiproquos qui peuvent en suivre. Donc, apprendre à se connaître, apprendre à connaître l'autre, et après, savoir dans quelle situation c'est un atout d'utiliser l'humour. Ce n'est pas un atout nécessairement dans toutes les relations, dans toutes les situations managériales. Vous faites une réunion, oui, il faut se préparer. Si c'est une réunion importante, vous êtes devant votre boss, vous voulez inclure l'humour parce que vous voulez pas donner une heure de data où tout le monde va s'endormir. Oui, mais pour être confiant, il vaut mieux s'entraîner, le mettre à des endroits stratégiques de la présentation, s'entraîner avec quelqu'un de votre équipe pour voir si les blagues sont bien accueillies, si elles tombent bien au bon moment, etc. Donc on s'entraîne et on apprend effectivement quand est-ce que c'est une valeur ajoutée. C'est ce que j'appelle l'humour en conscience ou l'humour stratégique, utiliser stratégiquement comme un leader l'humour, plutôt que de laisser la part de l'humour au hasard. On va rebondir sur quelqu'un, on va le faire rire parce qu'il a dit quelque chose ou parce que on a vu du stand-up. Non, on va le faire consciemment parce qu'on en connaît les bénéfices et qu'on veut justement s'approprier ces bénéfices et du coup, on va l'utiliser de façon stratégique. Et puis alors dans ces stratégies-là que tu décris dans le chapitre 5, c'est pour avoir la répartie finalement. Il y a l'humour qui est préparé dans une présentation, et puis il y a aussi l'humour au quotidien, le répertoire, les expressions faciales, les métaphores, la préparation, le silence, le gain de temps. C'est plein de conseils très pratiques. Donc n'hésitez pas à vous référer à ce chapitre. Pour finir, quel conseil tu pourrais donner à un directeur commercial pour aider ses équipes, ses managers, à introduire un peu de légèreté dans ces réunions d'équipe qui sont souvent un peu répétitives, où effectivement on déroule beaucoup de chiffres, où on enlève les compteurs, où on descend l'information qui vient du siège, et qui manque un peu de fun et qui manque un peu d'entraînement. Comment est-ce que tu peux accompagner ou qu'un directeur commercial peut accompagner ses équipes pour introduire plus d'humour dans le quotidien?
Alors, dans le quotidien, c'est pas la même chose que les présentations. Dans le quotidien, en tant que leader, il y a ce qui s'appelle, que les chercheurs ont trouvé, qui est la permission d'humour, la permission de légèreté. Ça veut dire on commence par soi. On dit toujours on manage, on dirige, on lead par l'exemple. Ça marche pareil pour l'humour. Dans une entreprise, c'est descendant. Pourquoi? Parce que si vous êtes, en tant que manager, vous n'êtes pas réceptif à l'humour et qu'un membre de votre équipe va sans arrêt faire des blagues, vous allez penser qu'il n'est pas sérieux. Donc quand on est en bas de l'échelle, il faut tester pour voir si son supérieur est réceptif à l'humour. Et si on est en position de leadership, donc on gère une équipe, on gère une entreprise, là, on se le permet soi parce que ça va donner la permission aux autres de l'utiliser également. Donc déjà, ça Et commence donc, par et là. donc il faut être bon public, c'est ça? Dès que quelqu'un fait un trait d'humour, si c'est bien sûr pertinent, il faut être bon public en tant que leader pour encourager cette diffusion de l'humour. Bah, si l'humour est même si l'humour tombe à plat, du moment que l'humour n'est pas irrespectueux envers les personnes de l'équipe ou que ça rentre dans les règles de l'entreprise, oui, il faut l'encourager. Parce que, comme je dis dans le livre, toute tentative d'humour est une offre de connexion. Alors, l'offre de connexion, c'est un terme qui vient de chercheurs qui l'ont découvert dans le cadre du couple. Et dans le cadre du couple, quand votre femme, votre mari essaye de faire une blague, si vous riez, il va accepter ça comme une connexion, comme une acceptation de son offre de connexion. Si vous la refusez, bon, la personne va se sentir rejetée. Et quand vous êtes avec quelqu'un, même si vous n'êtes pas en couple, vous êtes une forme de couple, une interaction humaine. Et toute personne qui essaie de faire une blague, c'est une offre de connexion. Et en tant que leader, vous avez le choix entre l'accepter ou la refuser. Et si vous la refusez, bah, vous rejetez la personne. Donc en tant que leader, si vous l'encouragez, vous encouragez que ce type d'interaction arrive plus souvent. Les personnes vont se sentir en confiance, elles vont avoir cette sécurité psychologique qui va leur permettre de savoir que bon, bah, je peux faire des tentatives, je peux faire de l'humour, je ne serai pas jugée pour ça, et ça va les encourager à multiplier ces tentatives. L'humour, c'est la santé. L'humour, c'est aussi une offre de connexion. Et cette offre de connexion, eh bien, on l'accepte bien volontiers avec toi, Vanessa. Merci d'avoir partagé cette masterclass. On va finir sur une merveilleuse phrase d'autodérision de Woody Allen, qui est quand même le maître en la matière. Les femmes me disent mauvais amant. Je ne sais pas comment elles peuvent le savoir en moins de 3 minutes. Un immense merci. Pour aller plus loin, bien sûr, précipitez-vous à la FNAC pour acheter le livre de Vanessa, Le pouvoir de l'humour. C'est très bien fait, ça se lit comme un roman, c'est pragmatique, il y a des exercices, il y a des résumés, on peut le lire et le relire. Et puis, The Humor Code, une étude internationale pour explorer l'humour dans différentes cultures. Et puis la Bible du plus grand chercheur sur la psychologie de l'humour, Rod Martin, The Psychology of Humor, an Integrative Approach, si vous voulez vraiment aller dans le fond des choses. Et puis quelques exemples d'humoristes que tu aimes bien, Vanessa. Karim Duval avec l'humour en entreprise, Blanche Gardin qui est toujours merveilleuse, et puis sur le continent américain, Russell Peters et Ali Wong. N'hésitez pas à revoir leurs sketchs, leurs films pour passer un bon moment, pour être en meilleure santé, pour vous sentir plus détendu avec vos équipes et pour accepter cette offre de connexion que Vanessa, tu nous as faite aujourd'hui. Leading with Humor, c'est le nom de ta société. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Il y a plein de ressources. Apprenez avec une experte reconnue en humour et leadership. C'est Vanessa Marcier. Un immense merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui doivent nous quitter, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine avec Christian Target sur la préparation mentale, un spécialiste de la préparation mentale qui viendra nous en parler, la pression mentale des grands sportifs qui s'applique bien sûr aux équipes commerciales. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur l'interface de GoToWebinar. Et Victor, est-ce que nous avons des questions?
Oui, Roland, on a des questions. Alors, première Ah, question j'ai eu peur, hein. de... J'ai eu peur au bout d'un moment, je me suis dit, oh mon Dieu, Ah. s'il n'y a pas de questions, qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous inquiétez pas, on a toujours des questions. Alors, première question de Leslie, comment faire une bonne publicité de nos produits avec l'humour? Alors, ça dépend du ton qui est déjà dans l'entreprise, mais si vous êtes prêt à effectivement faire un peu d'autodérision ou de faire participer les personnes de votre entreprise et de faire des vidéos, c'est des exemples que je donne notamment dans le livre où il y a une société qui s'appelle Brady et qui fait des posters, des panneaux industriels qui a décidé de se moderniser, d'ouvrir un peu, parce que c'était une société qui était familiale et très renfermée. Et un nouveau CEO, une nouvelle CEO est arrivée et ils ont commencé à mettre un peu plus d'humour. Et notamment, ils ont fait des vidéos où ils ont fait des métaphores de ce qu'était leur activité. Et notamment, il y a une vidéo, c'est le chameau mort, où ils font venir il y a un acteur, ils ont pris des gens de l'entreprise, il y a un acteur qui vient et qui joue un client qui est perdu au milieu du désert et son chameau est mort. Et il est mort de soif et il ne sait pas où il va. Et là, il voit un panneau avec un QR code. Et donc, il scanne le QR code, il appelle, il a le service client de l'entreprise qui lui dit de quoi vous avez besoin. Et il dit, bah, je suis paumé dans le désert, je ne sais pas quoi faire. Et tout de suite, il y a quelqu'un qui arrive et qui lui donne un chameau tout frais, de la, un, comment ça s'appelle pour Une s'allonger au gourde soleil, d'eau, un un transat transat. et une boisson fraîche, etc. Et donc il peut rentrer chez lui, il s'est rafraîchi. Et donc cette vidéo est devenue virale. Après, il y a des entreprises qui ont fait des danses également. Qui ont dansé sur. D'ailleurs, on a eu toute une période, je crois, où les gens dansaient sur Happy. Donc, il y a plein de choses. C'est essayer de développer votre créativité, inclure le maximum de personnes dans l'entreprise pour faire cette pub, pour que ça puisse à la fois refléter les valeurs de l'entreprise et que dans cette entreprise, on a du fun. Et également, ça va parler, parce que c'est authentique, c'est humain l'humour. Et ça va à la fois parler à vos clients. J'espère que j'ai pu répondre aux questions et donner des pistes. Question de Gabriel. Avez-vous une expérience désastreuse d'intervention avec humour? Ah oui, oh, voilà. Quand j'ai commencé, l'humour, ça m'est venu parce que j'ai commencé avec du stand-up. J'ai commencé le stand-up parce que j'étais pétrifiée à l'idée de parler en public. Et je crois que c'était mon deuxième show où j'avais pas beaucoup de matériel, donc de routine, de blagues à dire, et j'avais que un sujet. Et je ne fais pas d'intervention d'entreprise parce que je suis pas comme Karim Duval où mon sujet c'est l'entreprise. Moi, mon sujet c'est plutôt les relations personnelles, le dating, donc ça n'a rien à voir avec le monde de l'entreprise. Et notamment, je joue sur les clichés des Français qui parlent beaucoup de sexe, donc j'en parle parce que je le fais surtout en anglais. Enfin, je le fais en anglais. Et le problème, c'est que j'avais que ça comme matériel. C'était un show qui était l'après-midi et tout le monde avait ramené sa famille. Donc j'avais des enfants. Et en plus, j'avais une partie qui était sur le sexe et l'autre partie qui était sur le Brexit. C'était juste après le Brexit. Et la moitié de la salle, c'était des familles avec enfants. L'autre moitié, c'était des Brexiteurs. Donc des personnes qui avaient voté. Donc je peux vous dire que j'ai fait un tel beat qu'il n'y a personne qui a applaudi, même pas quand je suis partie. Donc j'étais là, bon, bah, je vais m'en aller, je vais rentrer chez moi. Voilà, voilà. Depuis, c'est un peu plus mitigé, mais quand on fait de la comédie, on teste ses blagues. C'est pour ça que quand vous allez à Paris dans des clubs comme le Paname, des fois, vous avez l'immense honneur de voir Gad Elmaleh surgir sur scène parce qu'on a besoin il n'y a pas d'autre moyen de tester son produit, son bêta, que d'aller sur scène. Et bon, des fois, bah, ça arrive, on fait des flops parce que sinon, vos blagues, vous les développez tout seul en face de votre miroir. Vous n'êtes pas nécessairement votre meilleur public. Donc oui, et ça apprend la résilience et l'humilité et à accepter l'échec. Ça a plein d'avantages. C'est Raymond DeVos qui, tout au long de sa vie, dans tous ses dîners avec sa famille, avec ses amis, il répétait en permanence ses sketchs pour les tester, à tel point que ses amis de temps en temps lui disaient OK, c'est bon, on peut peut-être passer à autre chose. Il avait vraiment ce besoin de tester en permanence pour ciseler ses sketchs. Bah, d'ailleurs, j'ai plus d'amis. J'en cherche des nouveaux si jamais quelqu'un est volontaire.
Parce que quand vous avez des amis qui viennent systématiquement à tous vos shows et qu'ils ont entendu votre routine 250 fois, il faut se trouver des nouveaux amis. Donc, je suis sans arrêt à la recherche. Ah, Je passe voilà, un appel. tu as 260 nouveaux amis aujourd'hui qui sont tous Voilà. les inscrits à la masterclass. Connecté sur LinkedIn, j'ai besoin d'un public pour tester mes nouvelles blagues. Question de Sandra. Euh, pardon. Je mise énormément sur ma décontraction pour faire passer des messages, mais quand je vois que ça ne passe pas, je ne sais pas comment faire pour rebondir. Des conseils? Alors, également, quand on fait un flop sur scène, c'est ce que j'ai appris, les Anglais appellent ça acknowledging the elephant in the room. Ça veut dire que quand vous avez fait un flop, juste de dire que vous avez fait un flop, ça fait rire. Pourquoi? Parce que en fait, les gens ont de l'empathie en règle générale, et c'est un peu comme quand vous baillez et tout le monde baille. Et ben là, si vous le dites, les gens vont se sentir un peu mal et ça va la faire rire, même nerveusement un peu. Et du coup, vous allez pouvoir vous sortir un peu et réenclencher sur une autre blague ou pas. Alors, il y a différentes situations qui peuvent justifier le fait que ça tombe à plat, mais aussi le fait que la personne, elle peut ne pas être dans le bon mood, de bonne humeur elle n'est pas réceptive à la blague, ça vient pas forcément de vous. Donc, si vous le testez, que vous voyez que ça fonctionne pas, c'est peut-être pas le bon jour, c'est peut-être pas la bonne heure, faut pas insister. Et si c'est devant une assemblée, juste de dire ah ben c'était censé vous faire rire, bon ben tant pis, et vous passez. Il faut pas prendre ça pour vous personnellement. Il faut surtout pas que ça vous arrête de faire des tentatives. C'est juste le dire. En règle générale, ça suffit pour continuer et passer sur autre chose. Nous, on le fait sans arrêt. Tous les comédiens, c'est sur scène, c'est ah ben j'avais espéré que ça vous fasse rire. Et là, il y a un petit rire nerveux et hop là, on continue. Question de Kevin. Que pensez-vous de la citation de Georges Duhamel? L'humour, c'est la politesse du désespoir. Alors, politesse du désespoir. Je, je vois ce qu'il veut dire parce que beaucoup de personnes qui font de l'humour, je ne veux pas dire qu'elles sont désespérées, mais c'est cathartique, l'humour. Euh, Quand on a un événement négatif dans sa vie, pour beaucoup de comédiens, ça nous a sauvés. Clairement, ça transcende la négativité en quelque chose de positif et on le partage à l'autre, cette positivité. Et en ce sens, on est plus que poli. Moi, je pense qu'on est généreux et on est gentil. J'irai même plus loin. Donc, il y a une part de désespoir dans l'humour parce qu'on va pousser les concepts loin et on va se servir de ces expériences négatives la plupart du temps pour faire rire les autres. Moi, je sais que ça m'a changé, ça m'a rendu beaucoup plus optimiste pour cette raison, parce que quand on a des coups du sort, souvent on se dit mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, et on se demande quelle est la leçon qu'on doit en tirer, et on trouve pas, et on se dit ça paraît injuste. Et tout d'un coup, quand il vous arrive un truc et que vous avez bien sûr un peu de temps est passé, que vous pouvez le transformer, le partager avec les autres, et que les autres en rient, tout d'un coup, ça prend tout son sens. Et on se dit, bon, bah, il m'arrive une merde, mais au moins, j'en ai fait quelque chose de bien. J'en ai fait quelque chose, déjà. Et du coup, moi, j'arrivais sur scène. Ah, bah, tiens, aujourd'hui, je me suis fait engueuler par mon boss. Tout le monde riait. Ah, bah, ça passe mieux, tiens. Ouais. Question de Gabriel. Existe-t-il des entreprises qui célèbrent l'humoriste du mois? Pas que je sache, mais si votre entreprise le fait, moi, je veux le savoir pour le mettre dans le prochain livre. Parce que moi j'ai essayé de répertorier dans le livre des initiatives qui sont faites par les entreprises. Alors ce sont de grandes entreprises parce que c'est elles qui ont le plus de couverture médiatique, qui l'ont écrit dans des livres, qui ont eu des articles. Et je trouve qu'on célèbre pas assez les petites entreprises ou les entreprises françaises qui ont des initiatives comme ça. Parce que plus on va connaître les managers et les entreprises qui ont ces initiatives pour célébrer les personnes qui font preuve d'humour, plus ça va encourager les autres à le faire. Alors il y a peut-être une initiative qui ressemble, ça va être à Southwest Airlines où encore une fois on va encourager les personnes qui ont la fibre humoristique, la fibre comique et qui sont valorisées dans l'entreprise pour avoir réussi à faire rire les passagers ou les personnes qui sont dans l'aéroport.
un niveau plus macro, il existe déjà un prix de l'humour politique, hein, qui est Oui, décerné par un groupe de journalistes qui votent sur la meilleure petite phrase de l'année. On pourrait instaurer un prix de l'humour en entreprise, oui. sponsorisé par Vanessa Marcy et Incentive. Je suis tout à fait partant pour le lancer. On en discute. Ah oui, faut qu'on en discute. Bah, le prix, j'avais été interviewée début de l'année dernière, je crois que c'était par le L, sur justement ce prix de l'humour politique. Et on m'avait demandé bon, quelle est la place de l'humour dans la vie politique en France. Et ce prix récompense des petites phrases, mais qui ne sont pas voulues. C'est spontané. Et des fois, c'est même au détriment de la personne. Ça a fait rire, mais c'était pas voulu nécessairement du politicien. Et c'est important parce que aux États-Unis, c'est une stratégie politique claire. L'humour fait partie de la stratégie politique, elle fait partie du leadership d'un politicien, parce qu'il sait qu'il va se rapprocher de son public, il va gagner en capital sympathie et potentiellement des électeurs. Et j'adorerais qu'en France, ça devienne également une stratégie et qu'on puisse plus se marrer en les regardant à la télé et en écoutant leurs discours. À mon avis, ça serait beaucoup plus sympa et on se sentirait beaucoup plus impliqué dans la vie politique si on pouvait apprécier les politiciens. Et ils ont un exemple vivant qu'on voit en ce moment de ce que ça peut entraîner. Zelensky était comédien. Il a commencé dans un show où il était président et il est devenu en vrai. Donc je pense que Et donc c'est l'humour mène à tout. On arrive à la fin de ces 45 minutes. Un immense merci Vanessa pour ce très bon moment qu'on a passé ensemble. On a appris plein de choses. Pour aller plus loin, bien sûr, aller acheter Le pouvoir de l'humour ou contacter Vanessa. Quand on a préparé cet entretien, tu nous as partagé ta citation préférée. L'offer is the shortest distance between two people. L'humour, c'est la plus courte distance entre deux êtres humains. Certainement, cette masterclass nous a tous rapprochés. Merci encore, Vanessa, pour ta participation. On a été ravis de t'accueillir aujourd'hui et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la préparation mentale avec Christian Target, le grand spécialiste du sujet. Merci à tous et bonne semaine avec humour. Merci, au revoir, merci pour l'invitation. Et n'oubliez pas de rire.